grew up partly in Chad and has a Mauritian grandfather, and who writes about all kinds of places. I thought he would be the perfect speaker for this Entering French Studies event, because that is what he has been doing throughout his career, through his work and through his life, I think. So I'm going to hand over to Michael, who is going to speak in French. Questions can be in French or English, I think, later. But the title of his talk is Entering French Studies, the Case of Japan. So, Michael, over to you. Yes, thank you very much. The perfect speaker is going to speak in French. Merci beaucoup à Akane pour sa présentation très aimable, très indulgente. Et merci à tous ceux qui ont rendu possible cette conférence ou cette intervention ce soir. Donc, comme Akane Kawakami vous l'a dit, je vais parler en français, mais vous pourrez me poser des questions en anglais ou en français si vous voulez, ou en japonais même si vous le désirez. Et je tâcherai d'y répondre. Je vis à Tokyo et j'enseigne à Tokyo depuis 1992, c'est-à-dire que ça fait 30 ans. Et ça fera même 30 ans, je crois, dans une semaine, puisque je suis arrivé le 10 mai 1992 et nous sommes le 4 mai 2022, donc voilà, 30 ans. Et donc, depuis 30 ans, j'enseigne le français, la langue française et la littérature française. J'ai commencé à l'Université des langues étrangères, Tokyo University of Foreign Studies, à Tokyo donc, et puis ensuite assez rapidement j'ai enseigné et j'enseigne toujours à l'université Chuo, qui est une université privée à Tokyo également, une grande université privée dont je vais parler un petit peu aussi. Alors lorsque Akane Kawakami m'a proposé donc d'intervenir sur les French Studies, sur les études françaises, j'ai pensé que je pourrais vous donner un exemple. Ce n'est qu'un exemple, hein, le mien, un exemple personnel, mais qui peut-être peut servir un petit peu de point de repère sur les études françaises au Japon, depuis une trentaine d'années donc. Et j'ai préparé un petit PowerPoint que je vais, si c'est possible, partager avec vous. Alors, vous allez me dire tout de suite si vous le voyez, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous le voyez? C'est bon, ça va? Pas de problème? Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, lorsque, en 1992, j'arrive à Kyoto et ensuite j'irai un an plus tard à Tokyo, lorsque j'arrive au Japon, les études françaises sont déjà très largement répandues, évidemment. Je rappelle que le Japon, depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a d'abord été occupé par les États-Unis pendant quelques mois, quelques années même. Et puis ensuite, évidemment, les études françaises se sont développées de manière très forte. Elles étaient déjà très fortes auparavant, avant la guerre, puisqu'il y a même un écrivain japonais, Shiga Naoya, qui avait voulu faire du français, de la langue française, la langue officielle du Japon. Ça semble étonnant, ça semble comme une plaisanterie, mais vous savez que le japonais est une langue affreusement difficile, avec 3 syllabaires, des systèmes de notation difficiles à apprendre, difficiles à mémoriser, ce qu'on appelle les kanji. Et donc, c'est un sujet de conversation récurrent au Japon, comment simplifier la langue japonaise. Et donc, cet écrivain, qui est un grand écrivain, Shiga Naoya, avait proposé très sérieusement d'adopter la langue française comme langue officielle du Japon, en même temps que la langue japonaise, évidemment. C'est une petite histoire, une anecdote, mais c'est pour vous dire que vraiment, le français avait une grande réputation. Et puis, après la guerre, ça a continué, notamment avec Jean-Paul Sartre, ensuite avec Michel Foucault, ensuite avec Derrida, tout ce qu'on a appelé ici la pensée française. Et c'était aussi une manière de se tenir à distance un petit peu de l'influence des États-Unis. Et les professeurs de français et les professeurs de littérature ou de philosophie française au Japon
ont toujours, jusqu'à aujourd'hui, cette espèce de réputation un petit peu d'indépendance. Ce sont des gens qui aiment bien boire, qui aiment bien rigoler, qui aiment bien… Enfin, voilà. Et donc, une sorte d'originalité du français, mais qui est en train de se perdre, qui s'est même un petit peu perdu au fil des ans. Je vais en dire aussi quelques mots ensuite. Donc, voilà la situation lorsque j'arrive en 92. Et alors, évidemment, comme je n'avais pas envie de vous donner seulement mon impression personnelle, c'est mon impression et je la partage, évidemment, mais comme je voulais vous donner quelque chose d'un petit peu plus scientifique, je me suis appuyé aussi, en plus de mon impression personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, je me suis appuyé aussi sur les travaux d'un professeur japonais qui est un de mes vieux amis ici, qui s'appelle Fumio Chiba, qui travaillait à l'université Waseda, qui est une grande université de Tokyo. Et Fumio Chiba a publié un article qui justement nous intéresse, vous intéressera, j'espère beaucoup, qui s'appelle « La littérature française du XXe siècle lue du Japon, études, recherches, publications critiques et traductions ». C'est un article d'une dizaine de pages qui est paru en 2011 dans ce livre que vous voyez à l'écran, là, « La littérature française du XXe siècle lue de l'étranger » sous la direction de Dominique Viard en 2011. Alors, ce qui est intéressant chez Fumio Chiba, c'est qu'il s'intéresse justement donc à quels sont les auteurs que lisent les Japonais. Ça a été publié en 2011, mais ça s'appuie sur les archives d'une société qui s'appelle donc la Société japonaise de langue et de littérature française, qui est une société très respectable et très respectée, puisqu'elle a été fondée en 1962. Elle réunit des professeurs, des chercheurs en littérature française, en linguistique, en philosophie. Bref, c'est une sorte de miroir un petit peu de l'activité des professeurs de français au Japon. Elle compte 1600 membres, ce qui n'est pas beaucoup, puisque le Japon, comme vous le savez, compte 120 millions à peu près d'habitants. Mais quand même, cette société se réunit depuis très longtemps, depuis 1962, dans 2 congrès annuels, un au printemps avec les cerisiers. Vous savez que la société japonaise est une société très saisonnière, donc au printemps, c'est la floraison des cerisiers, on fait un premier congrès, et puis à l'automne, pendant la saison des érables, on fait un deuxième congrès. Et ce sont des congrès donc, qui font entendre la parole surtout de jeunes chercheurs, avec à chaque fois une quarantaine de communications. Donc voilà, c'est une base de données assez stable, très sérieuse. Et il y a en plus 2 revues, hein, la revue Études de langue et littérature française et la revue Littéra. Donc, c'est à partir de ce corpus que Fumio Chiba a démontré que les auteurs français les plus lus par les Japonais, eh bien, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je vous les livre dans la diapositive suivante. Alors voilà, premier, number one, vraiment de très très loin, nous sommes en 2011, hein, c'est Proust. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est qui dure jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième, c'est Bataille, bien après Proust. Donc, le troisième, c'est Paul Valéry. Le quatrième, Camus, Albert Camus. Le cinquième, Louis-Ferdinand Céline. Ce diable de Céline s'est glissé dans le top 5. Ensuite, Marguerite Duras. Jean-Paul Sartre, ça non plus, ça n'étonnera personne. Et puis, André Breton. Alors, je vous ai mis là quelques images pour vous montrer aussi le fabuleux travail d'invention graphique aussi des éditeurs japonais, puisque vous avez des couvertures de livres qui sont parfois tout à fait saisissantes et très, très belles. Alors, il faut tout de suite dire une chose de cette enquête. C'est une enquête précieuse. C'est une enquête qui est en partie discutable. Parce que, évidemment, il y a bien d'autres endroits, bien de nombreux lieux de diffusion et d'enseignement du français. Donc, ce n'est pas réductible à cette société, même si cette société est très ancienne et très sérieuse. Et puis, il y a quelques effets d'optique, parce que vous avez vu la part que se taillent, par exemple, des gens comme Bataille, Sartre, Camus, Blanchot, mais évidemment, là-dedans, nous avons des écrivains qui sont à la fois des romanciers, comme Bataille, comme Sartre aussi, comme Camus, comme Blanchot, et qui sont aussi des philosophes. Donc, ils gagnent un peu sur les 2 tableaux, et c'est pourquoi peut-être ils sont un peu surreprésentés, hein, puisque, évidemment, ce ne sont pas seulement des études littéraires, il y a aussi des études philosophiques, c'est pourquoi ils se taillent cette part importante
Mais évidemment, ce soir, nous parlons des French Studies. Donc, dans les French Studies, il y a la littérature, il y a la philosophie aussi, il y a la critique d'art. Sartre aussi, Bataille, évidemment, se sont illustrés dans la critique d'art également. Donc, voilà des écrivains qui sont importants, même si on peut manier avec précaution cette enquête. La deuxième chose à dire, c'est que cette enquête s'arrête en 2010. Depuis 2010, donc depuis 12 ans, les choses ont beaucoup évolué, le paysage a évolué. Il y a eu des apparitions et des disparitions, hein, comme dans la vie. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui est beaucoup moins à la mode maintenant, beaucoup moins étudié, c'est Paul Valéry, alors que de nouveaux écrivains ont surgi. Je pense notamment à Georges Perec, hein, qui a eu beaucoup de succès ici dans les 10 dernières années, justement, ou à certains écrivains francophones, et ça, c'est un sujet que je vais aborder plus particulièrement. Donc, c'est une étude utile à manier avec précaution, mais c'est une étude précieuse et il y a deux choses évidemment qui ressortent, c'est la surreprésentation du XXe siècle. Alors, on pourra discuter, si vous voulez, dans la séance de questions-réponses, pourquoi. Les réponses sont assez évidentes, à mon avis, notamment pour des questions de diffusion et de langue française. Et puis aussi, vous avez remarqué évidemment que dans ces auteurs très, très lus, eh bien, il y a des auteurs, Valéry, Sartre, Bataille, Blanchot, Camus, je l'ai dit, ce sont aussi des philosophes. Et donc, ça met en évidence que ce qui intéresse beaucoup le lectorat japonais au niveau universitaire, en tout cas, c'est la pensée. Il y a même, alors, en katakana, c'est-à-dire dans ce syllabaire qui est réservé aux mots venus de l'étranger, on parle de la pensée française. La pensée française, c'est la transcription de la pensée française, c'est-à-dire il y aurait donc une pensée française. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la French theory des Américains. Et donc, les romanciers sont lus, bien sûr, mais il y a ce côté un peu cérébral aussi qui est très, très admiré et apprécié au Japon. Donc, voilà. À partir de là, donc, vous avez donc ce petit classement, hein, des auteurs français qui sont très, très lus. Je vous le remets là. On pourra en discuter ensuite parce qu'évidemment, chacun de ces auteurs a une relation très particulière avec le Japon, ou plutôt les lecteurs japonais ont une relation très particulière. Je pense notamment à Céline en 2010, au moment où Fumio Chiba conclut son enquête. Céline, je suis moi-même spécialiste de Céline à l'origine, j'ai fait ma thèse sur Céline. Et donc, je sais qu'à l'époque, j'ai contribué beaucoup à essayer d'entraîner les étudiants vers là. Mais je sais aussi que depuis 2010, ces étudiants qui sont devenus professeurs aujourd'hui et qui sont spécialistes de Céline ont beaucoup de problèmes, notamment pour avoir un poste. Et donc, certains se sont reconvertis dans d'autres directions. Donc, c'est une enquête, encore une fois, à prendre avec certaines précautions, mais qui quand même dégage un paysage, un panorama. Vous savez, pour en finir avec Céline, mais nous reviendrons peut-être sur cet écrivain plus tard, vous savez que les éditions Gallimard sortent bientôt, très prochainement, même peut-être aujourd'hui, peut-être, je crois, un roman inédit de Céline, et que plusieurs romans inédits ont été découverts. Et je pense que là aussi, ça fait partie des circonstances des French Studies qui vont remettre Céline, cette fois, sous une lumière et qui vont sans doute intéresser à nouveau de nouveaux jeunes chercheurs. Voilà. Alors, moi, j'arrive donc dans ce paysage que je viens de vous décrire pendant une dizaine de minutes et j'ai environ 25 ans, un peu plus de 25 ans, et je me dis, tiens, c'est étrange, dans ce paysage, il y a donc beaucoup d'hommes, évidemment. Il y a des écrivains ultra célèbres, ça c'est évident. Certains écrivains comme Breton représentent autre chose qu'eux-mêmes, puisque Breton, c'est aussi le surréalisme, c'est pas un grand individu comme Céline, c'est quelqu'un qui est aussi étudié pour tout ce qu'il apporte avec lui, avec le mouvement surréaliste. La même chose d'ailleurs pour Sartre et l'existentialisme. Et donc, je me dis, comment vais-je faire pour enseigner le français? Et j'ai bien conscience qu'il y a ces écrivains sont très variés. Là, nous avons seulement les 8 premiers, mais si on étudie la suite de la liste, il y a vraiment beaucoup d'écrivains très variés, y compris certains écrivains oubliés aujourd'hui en France ou méconnus,
Anatole France, Romain Roland. Et donc, j'arrive là-dedans et je me dis, mais il y a vraiment une partie de la littérature française qui n'est pas du tout représentée. Je laisse de côté les femmes, mais bon, ça sera encore un autre problème dont on parlera peut-être, mais ce sont les écrivains francophones, ou dits francophones, certains étant, comme vous le savez, complètement français. Et donc, à partir de là, je mets en place un groupe de recherche qui s'appelle le groupe Figures de l'étranger. Le Figures de l'étranger était, puisqu'il a été dissous, il est rené sous une autre forme, mais c'était un groupe de chercheurs, de professeurs à l'université de Chouo. Le titre de Figures de l'étranger vient d'un vieil ami qui est mort depuis, qui s'appelle Abdelkebir Khatibi. Khatibi était un écrivain marocain qui a écrit donc Figures de l'étranger dans la littérature française. Et donc, c'est lui qui avait été un des tout premiers invités au Japon par notre groupe. Et donc, j'essaye à ce moment-là, en collaboration évidemment avec d'autres universitaires, nombreux que je n'ai pas le temps de citer, de faire venir au Japon une partie qui était dramatiquement absente, donc qui est la littérature soit francophone, soit la littérature française ou d'expression française venue, disons, des territoires d'outre-mer. Et donc, ça, c'est très, très large. Hein, ça couvre une très grande partie de la production actuelle. Mais en cours, évidemment, je vais essayer aussi de faire découvrir ces territoires d'outre-mer, mais je ne veux pas faire de la littérature d'expression française venue d'outre-mer, pour ainsi dire, je ne veux pas en faire une nouvelle catégorie. Et donc, je vais adopter un angle d'attaque, si vous voulez, qui va être de remettre à l'honneur des personnages oubliés, pas seulement en littérature. Et alors, je vais vous donner 3 exemples, pour vous donner un exemple concret de pratique pédagogique, si vous voulez. Ces 3 exemples sont les suivants. Vous les voyez apparaître à l'écran. C'est Ambroise Vollard. Je vais présenter brièvement ces 3 exemples. Enfin, brièvement, non, même un peu longuement, parce qu'ils le méritent tous les 3. Donc, je décide de faire connaître un peu ces trois figures, ces 3 personnes. Ambroise Vollard, qui est un marchand d'art de la Réunion, de l'île de la Réunion. Jeanne Duval, c'est sans doute la plus connue des 3, surtout pour des littéraires. Alors, on ne sait pas trop où est née Jeanne Duval. On pense qu'elle est de Jacmel, en Haïti, donc une haïtienne. Elle est très connue uniquement par le biais de Baudelaire, hein, qui en a beaucoup parlé. C'est la belle créole qui a inspiré nombre de poèmes de Charles Baudelaire. Et puis le 3e personnage, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, qui est Edmond Albus. Edmond Albus est aussi de la Réunion. C'est un esclave, un enfant, un adolescent, disons, il a une quatorzaine d'années. Et il est important parce qu'il a découvert tout simplement, je vais le dire tout à l'heure plus précisément, la fécondation artificielle de la vanille. La fécondation artificielle de la vanille. C'est lui qui vous permet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de manger de la vanille, parce que la vanille, avant Edmond Albus, ça ne se mangeait pas. Voilà. C'est cet enfant-là dont nous allons retracer l'histoire tout à l'heure, qui est, grâce à lui, vous pouvez aussi d'ailleurs vous parfumer grâce à lui, puisque du coup, on a pu mettre en production tout un tas de produits à la vanille. Alors, vous le voyez, ces 3 personnages, il y en a 2 qui viennent de la Réunion. Alors, certains d'entre vous le savent, j'ai des attaches à la Réunion. Je suis moi-même natif de Strasbourg, qui n'est pas du tout à la Réunion, qui est en Alsace, mais mon père était de Madagascar. Ma grand-mère était indienne portugaise de Goa et mon grand-père était mauricien. Puis de l'autre côté, mon autre grand-père était allemand. Donc voilà, tout ça fait d'excellents Français, mais j'ai gardé de nombreuses attaches avec l'île de la Réunion, puisque mon père y habite encore et ma mère y est enterrée et j'y vais aussi souvent que possible. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas du tout objectif. C'est vraiment un exemple personnel dont vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, personnellement, je ne crois pas beaucoup à l'objectivité critique. Je pense que chacun transporte avec lui
c'est non seulement ses origines, mais sa trajectoire, ses expériences, et que donc autant les afficher lorsqu'on commence à écrire des livres ou à enseigner à des étudiants. Voilà. Mais vous voyez bien que ce que j'essaye de faire, même si effectivement ça part d'un vécu, d'une expérience personnelle, ce que j'essaye de faire à ce moment-là, et je l'espère en tout cas un petit peu plus large qu'une simple expérience personnelle, puisque ce que j'essaye tout simplement de mettre en relation à ce moment-là, c'est un territoire que vous voyez à droite qui est l'Hexagone, et on m'attend au Japon pour faire un cours, pour faire des cours sur la littérature de l'Hexagone, et j'essaye de la mettre en relation avec le Japon d'un côté et avec l'océan Indien de l'autre, c'est-à-dire la Réunion, mais pas uniquement la Réunion, l'île Maurice également, on le verra avec Baudelaire, Madagascar, bref, toute cette zone de l'océan Indien. Je crée donc, avec toute l'enthousiasme et un peu l'inconscience de ma jeunesse à l'époque, je crée une nouvelle forme de commerce triangulaire entre ces trois espaces géographiques et culturels. Et là, vous avez un exemple, je crois, assez concret de décentrement, hein, puisqu'on m'attend pour faire cours sur un hexagone, et finalement, j'entraîne avec moi et avec ceux qui le veulent, évidemment, un triangle, et non pas un hexagone, et un triangle rotatif, c'est-à-dire une sorte de spirale qui va passer en permanence d'un espace culturel à un autre et qui va mettre en relation et qui va mettre en communication, en interpellation, dirais-je, ces trois zones culturelles. Alors, 19h23, j'essaye de tenir le temps, les délais. On a un petit peu de temps maintenant pour parler de ce monsieur, monsieur Ambroise Vollard. Ambroise Vollard, vous avez ici les dates de naissance et de mort. Il est né à La Réunion, donc, comme je vous le disais, c'est un marchand d'art, un grand marchand d'art. C'est une famille de la bourgeoisie coloniale de La Réunion. Et comme beaucoup d'enfants de familles assez riches, il part à 19 ans, en 1885, donc, il part en France. Il va essayer de faire des études de droit à Montpellier. Et puis, finalement, les études de droit ne lui conviennent pas. Il va ouvrir à Paris une galerie d'art. Et alors, vous voyez le physique très particulier de cet homme, hein. Gertrude Stein décrivait Ambroise Vollard comme « a huge dark man glooming », c'est-à-dire un homme gigantesque. Il était très grand, sombre et ténébreux. Et il a un peu un physique de Yéti, hein. Il a un peu un physique de grand gorille. Eh bien, rien ne laisse présager, sous ce physique très étonnant, hein, cette espèce de grande masse corporelle, rien ne laisse présager que nous avons en face de nous tout simplement un des grands découvreurs de l'art mondial, européen bien sûr, mais mondial. C'est un des goûts les plus sûrs de son époque. Donc, quand il monte à Paris, de Montpellier, donc de La Réunion à Montpellier, puis de Montpellier à Paris, il ouvre ce qu'on appelle la cave. Ce qu'on a appelé la cave, c'est rue Laffitte à Paris. Vous avez ici une image. C'est un ensemble de gens, tous plus ou moins fortunés, et qui adorent l'art. Et Ambroise Vollard va devenir donc marchand de tableaux. Alors, il y a voilà la cave, mais cette fois-ci vue par Pierre Bonnard. C'est presque la même chose, hein. Donc, vous voyez, il organisait des repas très arrosés, semble-t-il, et surtout des repas où on discutait beaucoup d'art, et ça discutait aussi beaucoup de business, puisque c'est un marchand, hein. Donc, il vend les tableaux. On le voit ici sur un tableau qui s'appelle Hommage à Cézanne, qui est un tableau de Maurice Denis. Alors, ce tableau, il est assez intéressant parce que vous voyez là-dessus, peut-être vous allez les reconnaître si certains d'entre vous connaissent un petit peu les artistes de l'époque. À l'extrême gauche, là, le monsieur, là, c'est Odilon Redon. Et puis, en face, vous avez Paul Sérusier, Édouard Vuillard, Maurice Denis. C'est-à-dire, en fait, là, vous avez toute la génération des nabis, hein, les peintres nabis de l'époque. Et alors, vous voyez au centre ce grand bonhomme-là qui se cache un petit peu derrière un poteau pendant que tout le monde discute autour du tableau central. Eh bien, c'est Vollard lui-même. Donc, vous voyez, il avait une fonction un peu de rassembler autour de lui des artistes, des critiques d'art aussi, des peintres, des jeunes, des moins jeunes,
Le tableau que vous voyez au milieu, c'est donc un compotier vert et pomme, qui était un tableau de Cézanne qui avait appartenu à Gauguin. Donc voilà, pour vous donner un peu cette ambiance intellectuelle, picturale, beaucoup de peintres très célèbres. Et alors, ce qui est extraordinaire avec Vollard, là je vous ai décrit l'ambiance intellectuelle avec cette sorte de salon finalement qu'il arrive à mettre en place, mais il va faire beaucoup plus et beaucoup mieux que ça, puisque en mai 1895, il organise tout simplement la première exposition consacrée à à Van Gogh, pardon. Donc, c'est la première grande exposition de Vollard. Il la consacre à Van Gogh avec 20 tableaux de Van Gogh. Van Gogh, vous vous souvenez peut-être, est mort 5 ans avant. Il est mort en 1890, donc. Et donc, il y avait certains critiques qui avaient parlé de Van Gogh, mais c'est bien la première grande exposition de Van Gogh en 1895, et elle est due à Ambroise Vollard. Il fera la même année, c'est assez extraordinaire quand on y pense, il fera la première exposition personnelle de Cézanne à droite en novembre 1895, avec cette fois-ci, alors Van Gogh, il y avait seulement 20 tableaux, c'est déjà pas mal. Cézanne, il y en a 150. Et c'est la première personnelle. Cézanne, à ce moment-là, il a 56 ans. Il a déjà fait des expositions collectives, mais c'est la première exposition personnelle. En 1901, ce jeune homme à gauche, avec l'œil insolent, c'est Picasso, vous l'avez reconnu. Picasso a 19 ans, et c'est Vollard qui fait faire à Picasso sa première exposition à Paris. Et puis ensuite, Vollard va acheter d'ailleurs plusieurs Picasso. Donc, il va contribuer vraiment de manière décisive à la découverte de Picasso après avoir contribué à celle de Cézanne et à celle de Van Gogh. Et en 1904, encore une fois, je dirais que c'est l'homme des épiphanies picturales, puisque c'est encore une fois une première exposition personnelle de Matisse en 1904. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a su faire découvrir vraiment des artistes absolument majeurs de la scène mondiale. Alors, il y en a un autre, c'est Gauguin, en mars 1895, c'est le cinquième, il y avait déjà les 4 précédents, mais en mars 1895, et ensuite en 98, Vollard va exposer quelques grandes peintures tahitiennes de Gauguin. Et alors, notamment ce tableau qui va devenir ultra célèbre, que vous voyez en dessous, là, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Et Vollard va participer de manière décisive, là encore, à la découverte de ce mouvement qu'on a ensuite appelé les fauves, le fauvisme, cette espèce de peinture audacieuse, colorée, figurative. Et dans ses souvenirs, il a écrit plusieurs livres de souvenirs, Vollard dit que son goût pour la couleur et pour les fauves, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains tableaux de Picasso, eh bien, Vollard dit que ça lui vient de son île natale, de la Réunion. Il y a là quelque chose qui a rarement, si ce n'est jamais été étudié dans la critique d'art picturale, et que donc je vous laisse à découvrir. On laisse notre ami Vollard ici, avec quand même quelques tableaux magnifiques, puisqu'il a été un grand, grand marchand d'art. C'est vraiment un marchand d'art de la... Parce qu'à l'époque où il fait ça, c'est vraiment tous ces peintres, on a du mal aujourd'hui à l'imaginer, mais tous ces peintres, non seulement ne sont pas connus, mais la plupart d'entre eux sont complètement critiqués. Par exemple, Vollard prend des risques. Lorsqu'il expose, par exemple, lorsqu'il expose Van Gogh et ensuite Cézanne, il y a un grand critique d'art de l'époque qui dit « Ah, après Van Gogh, maintenant vous exposez Cézanne, c'est-à-dire vous passez de Charybde en Scylla, c'est-à-dire vous passez d'un monstre à un autre. » Donc, c'était quelqu'un qui avait vraiment la prise du risque. Aujourd'hui, on a l'impression que bon, tous ces gens étant ultra connus et ultra reconnus, eh bien, à l'époque, pas du tout. Donc, c'est vraiment un homme très, très intéressant et un homme à mettre en avant, je pense, dans les French Studies. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire. Évidemment, ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez alors à votre disposition pour vos cours une boîte inépuisable de tableaux et de tableaux très variés. Et comme cet homme a fait découvrir des mouvements très variés, les Nabis, les Fauves, Picasso et jusqu'à Vollard, eh bien, vous pouvez
donner à vos étudiants vraiment une espèce de panorama, je ne dirais pas complet, mais quand même très, très représentatif de l'art de la fin du 19e et surtout de l'art moderne de la fin du 19e, du début du 20e et de ce qui nourrit encore aujourd'hui beaucoup de créations artistiques. Voilà. Dernière chose, nous ne sommes pas si loin de la littérature et c'est ce que j'essaye à chaque fois de montrer également dans ma pratique personnelle des French Studies, puisque Vollard, encore lui, était un ami de Jarry, Alfred Jarry. Et vous savez peut-être que le Père Ubu, fameuse pièce de théâtre de Jarry, d'Alfred Jarry, en fait, on pense maintenant que beaucoup de livres de Jarry ont été composés dans la cave, la fameuse cave de Vollard. Alors, on n'en a pas de preuves, mais il y a beaucoup d'indices qui laissent à penser qu'en fait, c'était la pratique d'écriture de Jarry était en partie collective, en tout cas se nourrissait de ces réunions. Et en tout cas, ce qui est certain cette fois-ci, et là ce n'est plus une hypothèse, ce qui est certain, c'est qu'à la mort de Jarry, Vollard, qui était un ami de Jarry, eh bien, Vollard va racheter les droits du Père Ubu et va écrire lui-même la suite des aventures du Père Ubu. Et tout ce que vous voyez ici, eh bien, ce sont des livres du Père Ubu, non pas par Alfred Jarry, mais cette fois-ci par Ambroise Vollard. Donc, vous voyez, la littérature, évidemment, n'est pas très loin et cela permet également, notamment par le biais d'un livre qui s'appelle La politique coloniale du Père Ubu, cela permet également de décentrer les études françaises vers des problèmes politiques qui nourrissent ce décentrement, comme nous le savons tous. Voilà. J'en arrête là avec Vollard, mais vous voyez que c'est un des personnages qui me semble les plus à même, justement, à la fois par sa position de pionnier, par sa position aujourd'hui centrale, dominante, puisqu'aujourd'hui, plus personne, ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai commencé mes cours et mes écrits sur Vollard, aujourd'hui, plus personne ne lui conteste rien, mais c'est donc quelqu'un qui est particulièrement apte, je pense, à nourrir une réflexion sur le décentrement des French Studies. Deuxième personnage, que vous connaissez beaucoup mieux, je pense, c'est Jeanne Duval. Alors, Jeanne Duval, j'allais la présenter comme on la présente depuis maintenant plus d'un siècle, c'est-à-dire la maîtresse de Charles Baudelaire. Parce que c'est comme ça qu'on décrit Jeanne Duval dans tous les manuels d'histoire littéraire en France et, je le suppose, en Angleterre et ailleurs. Alors, Jeanne Duval, alors ça, c'est vraiment un cas d'école. Je vais vous en donner quelques exemples. Ça fait très longtemps qu'on parle de Jeanne Duval et ça fait très longtemps qu'on en dit toujours la même chose, à savoir que c'était une prostituée, qu'elle aimait trop le sexe pour être honnête. Là, je vais vous en montrer quelques exemples de ces écrits-là, et que donc elle a été très importante pour Baudelaire, parce que ça, on ne peut quand même pas le nier, mais que bon, c'était une influence finalement négative, mais dont le génie du poète a su tirer parti quelque part. Premier exemple, 1906. Jacques Crépé, qui est alors un des grands critiques littéraires français, dans son étude biographique, alors je vous ai mis un peu la traduction en anglais, que j'ai faite moi-même, donc il y a sans doute quelques petites fautes, mais vous rectifierez de vous-même. Je vais vous le lire en français, puisque ça a été écrit en français. Jeanne, parle de Jeanne Duval, en la réduisant à son prénom, évidemment, comme on le fait encore aujourd'hui, si vous écoutez bien les commentateurs. Jeanne avait, comme beaucoup de femmes de sa race, la passion des liqueurs fortes, une alcoolique. Ce qui est certain, c'est qu'elle réunissait en sa personne l'universalité des vices communs aux métisses, libertine, sournoise, menteuse, dépensière, alcoolique, stupide par surcroît. C'est absolument délicieux cette description des métisses. Pour ceux qui sont métisses, vous voyez où nous en sommes. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est 1906, Monsieur Ferrier, vous exagérez. On y va, on continue la petite revue de presse. 1922. On avance. Un autre livre, ce n'est pas le même. On pourrait dire, c'est comme
Borges disait que c'était le même écrivain qui écrivait tous les livres de la Terre entière. Là, c'est peut-être le même critique, parce qu'en tout cas, il dit des choses très, très proches. Moralement, elle était ignoble. Elle, c'est bien sûr Jeanne Duval. Nous ne parlons pas de la facilité de ses mœurs naturelles à sa race, mais de sa sécheresse de cœur, de sa méchanceté calculée, qui, par éclair, l'égalait aux coquettes de nos climats. Voilà. Et puis, dernière phrase, je passe un peu vite, et c'est de ce vil animal que fut pétri le génie du poète Charles Baudelaire. Voilà, animalisation. Bon, 1922, vous allez me dire, on a beaucoup évolué depuis, Monsieur Ferrier, voyons. Eh bien, on y va, on continue. 1967, tiens donc, Paul Guth, Histoire de la littérature française, chez Fayard. Baudelaire se lie avec une mulâtresse, on la définit toujours par sa race en fait, une infime théâtreuse qui se livre surtout à la galanterie. La galanterie ici, lisez sous la plume du prude Paul Guth, la pornographie, c'est-à-dire la prostitution, une pute. Cette technicienne restera sa maîtresse toute sa vie. Technicienne, et ici, ce n'est pas une technicienne de l'alexandrin, c'est une technicienne des choses de l'amour, des choses du sexe. Cette minable figurante qui s'adonne à la prostitution et à l'alcool convertira l'art de Baudelaire à la nuit. Et vous voyez, l'art de Baudelaire est converti à la nuit, ce qui est très bien d'une certaine manière, mais alors celle qui aide à la conversion à la nuit, elle-même est vouée à l'enfer, aux gémonies. 1967, il y a une cinquantaine d'années, 55 ans. Vous allez me dire, oui, mais on a beaucoup évolué parce qu'après 1967, il y a eu mai 68. Et avec mai 68, eh bien, les choses ont changé. Pas du tout. Alors là, je vous en ai pris un très récent. 2006, Jean-Baptiste Barognan, dans la célèbre collection de poche Folio Biographie, que les étudiants sont invités le plus souvent à lire dans les bibliographies des professeurs. Elle, c'est Jeanne Duval. Elle sait de longue date qu'elle est maîtresse en amour et qu'elle a assez d'expérience pour répondre à tous les désirs, au moindre des fantasmes, à la plus basse des manies de cet homme exalté, Baudelaire, qui vient de tomber sous son joug, une vicieuse. Bon, là, on est en 2006 et ça commence à bien faire quand même, parce que on n'a plus les excuses de penser qu'il y a des représentations discriminantes, racistes, même disons le mot, qui avaient lieu avant, mais qui n'ont plus lieu aujourd'hui. Donc, on est toujours quand même exactement dans cette lignée-là. Et je prends un dernier exemple, un livre un peu avant, en 1994, mais je prends cet exemple parce que ça reste une des biographies qui est très souvent citée à propos de Baudelaire, de Henri Troyat, l'Académie française tout de même. Et cette fois-ci, ça ne concerne pas Jeanne Duval. Ça concerne un voyage que Baudelaire avait fait à La Réunion et à l'île Maurice lorsqu'il avait 19-20 ans. Je vais en parler tout de suite. Et ce voyage avait été décidé parce que Baudelaire était un étudiant très turbulent, très, très intelligent, mais très turbulent. Et donc, son père adoptif, le fameux général Opic, lui l'avait forcé à faire un voyage. Les voyages forment la jeunesse. Et donc, Baudelaire était parti en 1841 dans l'océan Indien, justement. Et là, la description que fait Henri Troyat de ce voyage dans l'océan Indien, dans sa biographie, est la suivante. Alors, ce n'est pas une description, c'est une invention complète, où Troyat fantasme complètement les pensées de Baudelaire. Il dit « Baudelaire est vaguement écœuré par la vue des palétuviers aux racines enchevêtrées, par le bleu cru du ciel, par les immenses plantations de canne à sucre, par la susurration des moustiques omniprésents, par le grouillement des hindous et des nègres, magnifique, dans les rues, avec ça et là la veste blanche et le casque d'un colon. » Or, si vous regardez le voyage au Mascareigne, le voyage dans l'océan Indien de Baudelaire, et surtout ce qu'il en a écrit lui-même, eh bien les choses ne sont pas du tout, mais pas du tout sur cette longueur d'onde. Ce voyage et la fréquentation de Jeanne Duval qui va suivre, parce que lorsqu'il va rentrer en 1842, après ce voyage dans l'océan Indien, 15 jours après, Baudelaire va littéralement se précipiter sur Jeanne Duval. Et il n'y a pas grand doute, c'est tout à fait logique, que le jeune homme de 19-20 ans qui a fait ce voyage dans l'océan Indien a été bouleversé par ce voyage,
en mal et en bien, mais surtout que ce voyage va lui permettre justement de se décentrer, ce que la critique littéraire baudelairienne, elle, a beaucoup de mal à faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis qu'il faudrait étudier davantage et la figure de Jeanne Duval et le voyage séminal, le voyage originel, le voyage si important à mon avis pour Baudelaire dans l'océan Indien, et que ce décentrement via Jeanne Duval et via le voyage dans l'océan Indien permet d'éclairer le travail de Baudelaire sur 3 aspects fondamentaux. Donc le voyage lui-même, qui a duré 8 mois, les fréquentations littéraires et artistiques de Baudelaire après le voyage, des gens qui aujourd'hui n'ont pas droit de citer dans la critique baudelairienne pratiquement, des gens comme Lacaussade, Privat d'Anglemont, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, et sur la poétique de Baudelaire elle-même, c'est-à-dire la chose la plus importante. Ce qui nous intéresse finalement, c'est les textes. Or, il me semble qu'on peut comprendre les fleurs du mal sans passer par l'océan Indien, évidemment, mais qu'on les comprend beaucoup mieux en passant par ce voyage et en passant par tout ce qui, pendant le voyage et après le voyage, permet à Baudelaire de se forger une position dans le champ esthétique de l'époque qui n'est justement pas celle du poète français de l'époque, du poète français lambda de l'époque. Alors, le voyage, je n'ai pas le temps d'en parler ici, puisque le temps tourne. Je vous en donne les grandes étapes. Bordeaux, 1841, 252 jours, c'est-à-dire 8 mois et 7 jours, et principalement Maurice et La Réunion pendant 45 jours. Je donne également à votre attention les noms de Auguste Lacaussade, d'Alexandre Privat d'Anglemont, qui sont 2 écrivains, enfin un écrivain Lacaussade assez mineur aujourd'hui, bien sûr, qui était donc fils d'un négociant bordelais et d'une métisse libre de La Réunion, qui était polyglotte, et je pense que ça a beaucoup intéressé le poète Baudelaire, cette aisance dans les langues de Lacaussade, qui avait fait un livre de poèmes, Poèmes et paysages, dont Baudelaire avait dit du bien. Et d'ailleurs, Baudelaire a collaboré avec la revue européenne de Auguste Lacaussade pendant 9 mois, collaboration qui a d'ailleurs donné l'essai de Baudelaire sur Richard Wagner. Donc voilà, il y a vraiment des relations, des connexions avec du travail littéraire hein, qui en ressort. Et donc ça, je pense que vraiment, c'est important. Et le deuxième, c'est Privat d'Anglemont. Alors, Privat d'Anglemont, lui aussi, alors lui, c'est un Guadeloupéen, enfin, fils d'une mulâtresse libre de la Guadeloupe, une sorte de voltairien qui a écrit beaucoup sur Paris. Alors, ce monde-là, aujourd'hui, il y avait d'autres personnages comme ça. Ce monde-là est pratiquement absent, alors qu'il a manifestement compté beaucoup, y compris, je le répète, sur le plan de collaboration littéraire, puisque Privat d'Anglemont et Baudelaire ont échangé, se sont prêtés leur nom pour publier des poèmes. Donc, vous voyez, ce n'est pas anodin. Bref, je vous donne leur nom, on pourra en reparler si nous avons le temps. Et puis, le plus important, évidemment, c'est la poétique elle-même de Baudelaire. Il y a une phrase de Baudelaire, une expression de Baudelaire que j'aime beaucoup, hein, c'est l'horreur des berceaux. C'est quelque chose qui manifestement l'a beaucoup travaillé, hein, l'horreur du berceau. Je pense que Baudelaire a voulu tout simplement déboussoler la culture française de l'époque. On le voit aussi sur ses dessins. Hein. Vous voyez ici, il a fait des dessins de Jeanne Duval. Là, on ne le voit pas très bien, mais autour des dessins, autour de la figure de Jeanne Duval, de sa silhouette, de sa figurine, eh bien, il y a toute une série d'adresses qui gravitent comme ça, en rotation autour de sa muse. Et puis, alors, il y a le fameux épisode avec Chenavard. Bon, là aussi, je n'ai pas tout à fait le temps. Paul Chenavard était un peintre, alors lui, pour le coup, très, très académique, très officiel. Il avait été chargé, Chenavard, de repeindre le plafond du Panthéon, ce qui a donné ça. Et alors, vous voyez, Baudelaire lui répond, vous voyez en haut à droite, là, c'est marqué « Vision céleste à l'usage de Paul Chenavard ». Alors, évidemment, quand vous comparez le plafond du Panthéon à gauche, qui est dans les gris, les grisâtres, les grisés, enfin, qui est tout gris, hein, Chenavard, il est tout gris, il est gris-gris. Et à droite, finalement, Baudelaire lui répond « Vous êtes dans le Panthéon, moi je suis dans la vraie vie, vous êtes dans la représentation la plus classique et la plus académique du monde, dans le temple des morts, moi je suis du côté d'un corps qui danse, d'un corps qui aime, d'un corps qui fait l'amour et d'un serpent créole, d'une certaine manière. » Voilà.
Alors, il me reste 3 minutes, c'est bien trop peu, mais je vais quand même essayer de le faire pour évoquer la troisième figure, celle d'Edmond Albus. Edmond Albus, donc, jeune homme qui a découvert la fécondation artificielle de la vanille. Alors, je n'en dirai qu'un seul mot, c'est un génie complètement méconnu aujourd'hui. En 1829, à l'île de la Réunion, toujours, la vanille est une orchidée, une fleur. Et pendant très longtemps, elle a été importée du Mexique jusqu'en Europe, mais elle est restée une fleur décorative parce qu'on n'arrivait pas à la féconder. Donc, il n'y avait pas de fruit de la vanille. Il y avait juste une plante magnifique qui servait de décoration. Les biologistes, les botanistes se sont cassés le nez pendant des années sur cette fécondation de la vanille et un enfant esclave de la Réunion y a réussi donc dans les années en 1841. Il a réussi à féconder cette fleur. J'explique ça dans un livre dont je vous donnerai les références tout à l'heure. Mais il y a réussi d'un mouvement de la main, un simple mouvement de la main. Là, vous l'avez ici, mais c'est quelque chose d'un peu technique, donc on va passer. Mais sachez que cette invention qui a été vraiment révolutionnaire, ça a permis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des tas de choses, des tas de produits à base de vanille, et notamment tout ce qui se mange et tout ce qui se boit aussi, hein, le Coca-Cola, par exemple, où il y a plein de vanille. Eh bien, tout ça est dû à cet homme, ce jeune homme, cet enfant, qui s'appelle Edmond Albus. Albus, vous notez son nom, qui est un nom d'esclave, évidemment, qui veut dire blanc. On se demande si ce n'est pas par ironie que Albus a été appelé Albus. Donc voilà, là encore, ça permet, alors dans un registre très différent, ça permet de décentrer les études françaises. D'abord, si vous le mettez dans la lignée de Jeanne Duval et de Ambroise Vollard, parce que nous avons donc ici 3 personnages, un homme, une femme, un enfant. Nous avons 3 personnages d'origine diverses et nous avons 3 domaines, si vous voulez. C'est la littérature avec Jeanne Duval et Baudelaire, l'histoire de l'art, le monde de l'art, et aussi la littérature, on l'a vu avec Ambroise Vollard. Et ici, nous sommes plutôt dans le domaine économique. Alors, en conclusion, ma conclusion, je l'ai appelée pour une translucidité accrue. Alors, cette expression étrange de translucidité accrue, elle ne vient pas de moi, elle vient de l'analyse d'un tableau qui s'appelle L'Atelier du peintre de Courbet en 1855. À droite, ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais à droite, ici, là, vous avez Baudelaire. Vous le voyez, il est en train de lire un livre, c'est un poète, il lit, normal. Et puis, au-dessus de Baudelaire, ici, sur le mur, à sa droite, à côté de la porte, il y avait dessiné Jeanne Duval. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, plus exactement. Est-ce que c'est Baudelaire lui-même qui a demandé qu'on enlève la figure de Jeanne Duval, la peinture de Jeanne Duval? Est-ce que c'est Courbet qui a pris cette décision? Les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais en tout cas, le dessin de Jeanne Duval a été enlevé de ce fameux tableau, L'Atelier du peintre. Mais par un phénomène aujourd'hui connu sous le nom de translucidité accrue et que vous trouverez expliqué dans ce livre, Peinture et dessin, vocabulaire typologique et technique de Ségolène Bergeon-Langle et Pierre Curie. La translucidité accrue, alors là aussi c'est très technique, donc je le fais très rapidement. Dans une peinture, vous avez des pigments, des couleurs si vous voulez, et du liant, binding agent en anglais. Le liant, souvent c'est de l'huile. Les pigments et le liant, en fait, ils ont un indice de réfraction différent, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas la lumière de la même manière et ne la transmettent pas de la même manière. Et en vieillissant, c'est-à-dire quand le tableau vieillit, quand le temps passe, en fait, certains aspects du tableau changent plus rapidement que l'autre. Et de temps en temps, donc, la lumière revient et fait réapparaître des formes qui avaient été gommées. On le voit dans plein de tableaux, notamment chez Léonard de Vinci, par exemple, ce qu'on appelle les repentirs en peinture. Et là, tenez-vous bien, Madame Jeanne Duval réapparaît à droite, vous voyez, au fur et à mesure des années, elle réapparaît dans l'œuvre de Courbet aux côtés de son cher Charles Baudelaire. C'est ce qu'on appelle la translucidité accrue ou la transparence accrue. Il m'a semblé que pour terminer, c'était une belle manière de parler
de ce qui nous occupe aujourd'hui, il faudrait, pour décentrer vraiment les French Studies, il faudrait une lucidité accrue. Qu'est-ce que j'appelle une translucidité accrue? Eh bien, je vous en ai fait une petite liste. D'abord, une réévaluation de figures dites mineures ou méconnues, ce que j'appelle pour ma part des fantômes. Le mot fantôme ayant aussi un sens musical sur lequel je ne m'appesantis pas aujourd'hui. Une réévaluation de la place de l'outre-mer dans la culture française. C'est évident, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis 45 minutes et depuis 30 ans. Une transversalité des approches, ce que j'appelle les regards croisés aussi. Alors là, je n'en ai pas assez parlé malheureusement, mais j'essaye le plus possible et de faire participer évidemment des Japonais à cette translucidité accrue sur la littérature française. C'est tout à fait évident que lorsque vous vivez dans un pays avec des gens qui lisent la littérature française, mais qui ne sont pas français ou qui ne sont pas d'origine française, eh bien, vous avez souvent des aperçus, des éclairages latéraux, intense, quelque chose de très différent qui passe et qui, moi, m'apprend chaque jour beaucoup de choses. Donc, il ne s'agit pas seulement de renouveler des thèmes, de renouveler des domaines ou des perspectives, ça aussi, bien sûr, ça a son importance, mais ce que j'entends par translucidité accrue, c'est une refonte épistémologique, vraiment, et notamment par un travail collectif. C'est pour ça que j'ai insisté sur le groupe Figures de l'étranger, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur les regards croisés. Donc, ce n'est pas seulement la diversification des approches savantes, qui est nécessaire, qui me semble vraiment nécessaire, mais qui, je pense qu'elle ne suffit pas. Il faut vraiment un véritable décentrement du regard critique et qui passe aussi par de nouvelles formes collectives d'énonciation, notamment lors des colloques ou, comme nous sommes en train de le faire ce soir, par des réunions comme ça, transnationales. Enfin, il ne s'agit pas seulement de renverser le regard, parce que là, ce serait trop facile. C'est ce que font, et gloire à elles, les subaltern studies, après notre ami Gayatri Spivak. Mais il ne s'agit plus seulement aujourd'hui, Gayatri Spivak a apporté énormément et continue à apporter énormément avec les subaltern studies, mais il ne s'agit plus seulement, je crois, aujourd'hui de faire ce renversement, mais de multiplier les points de vue, c'est-à-dire pas seulement de déconstruire les représentations traditionnelles, mais d'en construire finalement de nouvelles pour arriver vraiment à un véritable décentrement des French Studies. Je termine en vous donnant quelques références méthodologiques ou bibliographiques. Ce que je viens de vous expliquer trop rapidement pendant 45-50 minutes, je l'ai développé dans un roman et non pas dans un essai, qui s'appelle Sympathie pour le fantôme, qui est paru chez Gallimard en 2010, qui sera disponible l'année prochaine, je crois, en anglais. Je vous donne d'autres pistes méthodologiques. Je pense à Patrick Boucheron, notamment son Histoire du monde au XVe siècle. Je pense à ce très grand historien qui est Romain Bertrand, ou cet autre grand historien indien, lui, Sanjay Subramaniam. Florence Dupont, parce que ces questions-là se posent finalement depuis très longtemps. Florence Dupont, grande latiniste, spécialiste de Rome notamment, et cet article magnifique qui s'appelle « L'altérité incluse » dans Rome, ville sans origine. Je vous renvoie aussi à nombre de textes que je publie, que j'édite sur mon site Tokyo Timetable. Et puis enfin, pour en revenir à mes écrits, pour ceux qui le Japon intéresse et que ces perspectives nouvelles, je crois, intéressent, les livres qu'a cité Akane Kawakami tout à l'heure, dans le domaine de l'histoire de l'art, dans l'œil du désastre, où, alors là, c'est un vrai travail collectif. Alors vous allez me dire, c'est très loin du décentrement des French Studies. Non, pas tant que ça, parce qu'il y a justement, dans la méthode même de ce livre, sous forme d'entretiens croisés et multipliés dans le temps et dans la longueur, depuis 10 ans, depuis l'événement Fukushima qui a eu lieu en 2011 jusqu'à l'année dernière, en 2021, quand ce livre a été publié, il y a quelque chose aussi qui peut s'appliquer dans l'histoire de l'art, et ça ne s'applique pas seulement aux post-colonial studies, ça s'applique aussi à des formes d'histoire de l'art où les Français, par exemple, les artistes français et les artistes japonais dialoguent. Et enfin, le livre qu'avait cité tout à l'heure Akane Kawakami Davis, et là aussi c'est un roman, mais comme il est disponible en anglais, je me permets de vous le mettre tout à la fin, ces mémoires d'outre-mer, Overseas of Memory, où ce décentrement, non pas des French Studies, mais finalement de toute une façon de voir la vie est narrée, cette fois-ci sous forme romanesque, dans ce livre, donc, Mémoires d'outre-mer en français, Overseas of Memory en anglais. Pardon d'avoir été un tout petit peu long.
Je ne sais pas s'il reste assez de temps pour les questions, mais s'il y en a, je serai tout à fait heureux d'y répondre. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Non. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Merci beaucoup, Michael, pour cette intervention très, très riche, généreuse, décentrée, plein d'idées pour nos discussions. Je ne sais pas si on a le temps pour peut-être une, deux questions. Qui veut poser une question à Michael? Et en fait, je vois pas les mains. Alors, si I think Mikhail needs to stop sharing his screen, yeah, otherwise we can't see anybody raise their hand. Yeah. Okay. Ça va. Thank you. That's perfect. Does anyone want to start with a question? We have 2 minutes, so we will use them wisely. Has anyone got a question for Michael? Yes, Madeleine. Hello, merci beaucoup, Monsieur Ferrier. I really loved your talk, especially the pedagogical implications of it and applications. I was wondering how your students react. You know, what kind of feedback do you get from them? What do they think of this décentrement of French studies? Je vais répondre en français, ça vous va? Je répondrai plus finement, plus précisément. Oui, ça marche, merci. C'est une bonne question, évidemment, parce que si on décentre tout seul dans son coin et qu'en face, ça ne communique pas, c'est grave. Alors, mes étudiants réagissent très, très, très positivement, évidemment, à chaque fois. Mais pour une raison qui ne tient pas forcément à la qualité de mon enseignement, et pour une raison qui est tout simplement que je propose une chose que peu de gens font au Japon. Et deuxièmement, donc il y a un effet de nouveauté, un effet aussi de déplacement. Tout d'un coup, on leur parle de… Il faut bien voir que l'université japonaise, comme toutes les universités, c'est une institution de transmission du savoir et que donc il y a quelque chose de l'ordre aussi de la sclérose, de l'ossification. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, notamment dans les études françaises. Alors, j'ai dit qu'il y avait une évolution assez négative depuis une vingtaine d'années, en fait, où la littérature française, notamment, est de moins en moins connue, discutée. Donc, les étudiants, je dirais qu'ils réagissent très positivement parce que c'est nouveau, parce que ça décale complètement, parce que ça introduit aussi des moyens de comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait ce genre de cours pendant la période de Black Lives Matter. Et alors là, tout d'un coup, peut-être c'est la même chose en Angleterre, nous sommes obligés à l'université de faire un syllabus. Chaque cours est décrit. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter complètement le syllabus et j'étais en train de faire un cours sur Aimé Césaire. Et donc, je me suis dit, évidemment, on va mettre en rapport la relation entre la pensée de Césaire et ce qui est arrivé aux États-Unis avec, vous vous souvenez, de ce fait divers atroce, l'homme qui meurt étouffé, George Floyd. Et donc, mais voilà, donc on est obligé de désobéir à l'institution parce que la pratique du syllabus aujourd'hui, c'est quelque chose de terrible. On est obligé de décrire chaque cours, je pense que c'est pareil peut-être chez vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui étouffe l'enseignement. Alors, on comprend bien les bons côtés de cette méthode-là, c'est parce qu'on a des clients. Les étudiants aujourd'hui sont avant tout des clients, j'en ai bien peur. Et donc, ils savent exactement à quoi s'attendre, ils payent et ils vont avoir quelque chose au bout dont ils savent déjà le contenu. Sauf que l'enseignement, à mon avis, ça ne marche pas comme ça. Et que si vous avez un événement mondial, au moins international, comme Black Lives Matter, et que vous êtes en train de faire un cours sur la négritude, sur Césaire, sur Senghor, si vous ne les mettez pas en relation, vous êtes fautif en tant que professeur. Donc voilà, donc les étudiants ils réagissent bien parce que, ça décale, ça donne quelque chose de nouveau, d'original, d'imprévu, et ils en ont besoin. Deuxièmement, parce que ça les aide à comprendre le monde. Après, je mets un petit bémol par rapport à moi-même, à mon propre enseignement,
Et je suis conscient que je suis terriblement minoritaire. C'est-à-dire que cette manière de faire court, de proposer des sujets et de proposer aussi donc ce que j'ai appelé une refonte épistémologique, une autre approche, d'autres angles. Imaginez, vous allez faire un cours de littérature, soudain, vous commencez à parler d'histoire de l'art. J'ai un collègue qui fait de l'histoire de l'art à côté, il n'est pas content. L'histoire de l'art, c'est réservé pour lui. Vous voyez, donc il y a aussi ce genre de problème qui se met en route. Donc, il faut pas mal de courage, d'ingéniosité, de diplomatie aussi pour faire passer ce genre de décentrement. Et c'est là où je dis qu'un travail collectif est nécessaire. Si vous le faites tout seul dans votre coin, bon, c'est courageux, c'est même audacieux, et ça peut être bien, mais quand vous arrivez à mettre en place des équipes, des ouvrages collectifs, des colloques, des invitations, on a beaucoup invité des écrivains, des professeurs étrangers, ben là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, il y a à la fois une pointe de singularité dans ce que vous proposez personnellement, mais qui doit être reliée à des collectifs, je pense. Donc, en Merci, plus, Michael. nous sommes Merci. minoritaires, hélas. So that's what we will continue to do at this meeting, at our discussion. Thank you again, Michael. That was you. brilliant. Really, really helpful. Thank you. Thank you very much. And I hope we can ask you more questions later in some form. But I'll hand over now to Martin. Back to Martin. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Thanks, I Michael. wish you a good symposium. Bye-bye. Okay, so we're going to move straight on to the first panel session now. So I'm going to hand over to Rebecca Dixon, who is kindly chairing this for us. And just to remind people of the format, so these are flash presentations, so they are limited to 10 minutes. And I'm going to be timing them, and I'll be intervening when you go past 10 minutes. Okay, so no pressure. So I'll be keeping an eye on things. This is so that we have plenty of time for discussion, which is the main aim